émission autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. L'actualité reste dominée par l'adresse du chef de l'État congolais à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Félix-Antoine Tshisekedi a plaidé pour que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations unies soit appliquée, mais aussi l'accord de Washington entre le Rwanda et la RDC sous l'égide des États-Unis qui dort sans sortir ses effets réels sur le terrain. Le président de la République a également appelé l'ONU à reconnaître les génocides qui rappellent le massacre de plus de 15 millions de morts. Peut-on s'assurer que cette action diplomatique de haut niveau pour le retour définitif de la paix en RDC, et puis si les plaidoyers sur la reconnaissance du génocide est accepté et validé, que gagnera concrètement la République démocratique du Congo? Analyse, critique et commentaires, c'est tout à l'heure dans votre émission. Vous avez là le seul titre de ce numéro de ce jeudi 25 septembre 2025. L'émission est en direct. N'hésitez pas de nous écrire. Écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue dans votre émission. Voilà, nous avons un seul sujet, Mesdames, Messieurs. Analyse du discours du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Nous allons l'analyser sur le volet paix et sur le volet plaidoyer pour la reconnaissance du génocide. Avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau, je commence à ma droite avec le professeur Sylvain Chikoji Mbumba, internationaliste, spécialiste de l'éthique et aussi auteur de plusieurs ouvrages. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et voilà, à ma gauche, Souleymane Onese. Il est analyste politique. Bonjour Souleymane. Bonjour monsieur Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et puis professeur Dadi Saleh, professeur d'université, économiste, stratège, spécialiste des pays du Sud. Bonjour professeur. Bonjour et Wazalendo. Merci d'être venu. Je crois que si tout va bien, maître Charles Mabika et monsieur Simon Chimanga pourront nous rejoindre. Pourquoi pas Théophile Mukwiti, juriste et avocat, pourront nous rejoindre sur ce plateau. Et que cela, qu'à cela ne tienne, nous commençons par ces biscuits. Les biscuits, c'est une question que nous posons dans l'affaire Caméré, que nous posons à nos invités. À qui profite la démission de Vital Caméré du bureau de l'Assemblée nationale? Je commence avec vous, Souleymane Onese. Ok, monsieur Gustave. Comme c'est de l'actualité, ce qui profite pour la démission de l'honorable Vital, ce n'est pas seulement question de l'honorable Vital, c'est question de quelques membres. On ne peut pas parler seulement d'un seul député qui a été déchu de ses fonctions, comme si la motion était juste pour lui. La motion était pour 5 personnes. D'abord, en attendant les dés, nous avons déjà l'assurance que non, ils ne sont pas encore là parce qu'ils avaient déjà démissionné. Alors, sur les 5, si tous quitteront, alors, ça va profiter seulement aux orchestrés de cette idée de les faire partir. Ça ne profitera pas au peuple congolais. Et je ne vois pas comment moi je parle beaucoup plus sur le peuple congolais. Je vais me focaliser sur les intérêts des individus qui cherchent à s'enrichir. Alors ça profite aux gens qui avaient initié la pétition et aux autorités de la République qui savent les tenants et les aboutissants. Et pour le peuple congolais, je ne vois pas qu'il y a quelque chose que nous pouvons espérer de là. Parce que bon, c'est une même famille qui nous amène tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Vous trouverez que non, ceux qui sont aujourd'hui visés par la pétition sont de cette famille-là. Et ceux qui vont encore revenir
ne changeront pas la famille. C'est la même famille qui cherche toujours à nous faire distraire, à faire distraire l'opinion, de nous faire quitter ce que nous sommes en train de voir à l'Est. On nous amène ici la distraction du bureau de l'Assemblée. Ça, ce n'est pas pour nous les Congolais, c'est pour les bénéficiaires des pétitions et pour les autorités. Pour les bénéficiaires des pétitions, ça signifie quoi encore? Les bénéficiaires, c'est-à-dire... orchestreurs, oui. Je n'ai pas compris. Hein. Ok, c'est encore bien comme vous voulez comprendre de cela. C'est-à-dire ceux qui avaient initié cette pétition, les meneurs des jeux, parce que les autres là, peut-être nous les voyons que ce sont et vous pensez que Mbindoule pourra occuper la fauteuil, plutôt les fauteuils du bureau? Parce que c'est lui le meneur. S'il vous plaît, celui-là n'est qu'un joueur qu'on a lancé sur le terrain. L'entraîneur est quelque part. Quelque part où? Non, pensez-vous que non, un député peut se réveiller, sauf s'ils veulent aveugler les gens. Un député se réveille un certain matin, il dit que non, moi, aujourd'hui... Il prend l'initiative, oui, non, moi je crois. Monsieur Gustave. Il prend l'initiative et il ramène d'autres. Et le monsieur que vous venez de citer, si c'était l'honorable, n'est-ce pas? Ok, et cet honorable-là, et vous, et moi, tous nous sommes avec vous ici en RDC. Et les élections ont commencé ensemble avec vous, avec nous. Il n'y avait pas les élections de cette envergure avant que nous n'avons pas participé. C'est pour vous dire que la République n'a pas commencé seulement avec cette pétition ou seulement avec ce régime. Non. C'est-à-dire, connaissant les us et coutumes, il y a eu toujours un entraîneur dehors. Et cet entraîneur-là, nous allons le découvrir quand? C'est au moment où on va demander que non, on va avoir un président ou les membres du bureau. C'est à ce moment-là, vous allez comprendre, on va se référer à une personne X. C'est cette personne X-là qui est l'entraîneur. Qu'est-ce que vous voulez encore qu'on explique là, qu'on ne peut pas comprendre? Aucun député ne sera pas président de Parlement sans consulter une personnalité X. Alors, aucun député ne peut initier une pétition de cette envergure sans qu'il ait le quitus d'une autre personne. Et c'est même pour ça qu'il faut qu'on nous explique, M. Gustave. On n'est pas des petits-enfants et on n'est pas des moins Congolais. On n'est pas des moins Congolais qui ne peuvent pas comprendre les jeux politiques de la RDC que tout le monde. Merci. Merci, Souleymane. Alors, professeur Dadi Saleh, à qui profite la démission de Vital Kamerhe? Je détesterais... Professeur... Non, vous aurez parlé de... Non, professeur Sylvain. Je fais comme ça. Vous faites comment? Je fais... Hein, j'étais à gauche, je suis à droite. Bien. Je commence par récuser cette question, qui me semble être une question mal posée. C'est vrai. Ouais. Puisqu'il s'agit ici d'une institution de la République, et la deuxième institution de la République, et donc on ne peut pas poser des questions de façon beaucoup plus aberratone. Comment ça? Ça signifie que la question du bureau de l'Assemblée nationale, qui a été récusée par une grande partie de l'Assemblée nationale, des députés, il y a une motivation, il y a une raison et il y a une perspective à voir. De ce point de vue-là, il faut peut-être tirer les conséquences de cette démission, plutôt que de parler d'un profit quelconque que l'un ou l'autre. Non, mais parce qu'il y a une motivation, vous l'avez dit. Oui, mais justement. Parce que les questions, nous les posons, nous posons des questions pour faire comprendre aux téléspectateurs ce qu'il y a eu. Il y a eu, depuis que des tractations ont commencé, on en parle ici. Aujourd'hui que Kamerhe a démissionné, nous en parlons, c'est une question où nous devons savoir, et le peuple qui nous suit doit savoir à qui ça profite. Si ça profite, bon, moi, je n'ai pas, vous pouvez nous le dire. Et comme vous dites qu'il y avait une motivation, dites au peuple qu'il y avait une motivation. Bon. Et vous avez parlé encore d'une perspective. Dites quelle est cette perspective. Justement, la perspective qui m'intéresserait dans ce cas d'espèce. S'il faut situer dans l'histoire de notre Assemblée nationale, il y a déjà eu des jurisprudences. Il y a eu déjà des cas où on a écarté les bureaux. Vous vous souviendrez du bureau Mabunda. Il y a eu un conflit entre le CACH et FCC. Et Mabunda a été mise
de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même un malentendu, je ne sais pas, peut-être pour atténuer la chose, mais du moins entre le chef de l'État, l'institution président de la République et l'institution Assemblée nationale. Cela crée des problèmes parce qu'il y avait déjà ces conflits politiques qui étaient là au départ entre la nature de ce qu'on entendait parler de FCC et de l'autre côté c'était Cash. C'était pratiquement une alliance contre nature. Ce qui a fait que ça basculait et à la fin c'était le bureau de l'Assemblée nationale qui a été écarté. Ça impliquait aussi le Sénat qui est parti. Donc il y a déjà eu dans l'histoire, je ne voudrais pas remonter jusqu'en 1960 avec le Mumba et les autres. Où il y a eu même au bureau, Kamer qui a été aussi évincé. Alors, à qui profite la démission de Kamer? Pour ma part, ça profite à Kamer lui-même. D'abord, comment ça? J'explique. Vous me laisserez le temps d'expliquer. Donc, ça signifie que Kamer, qui, pour ce que nous entendons, qui n'a pas pu travailler correctement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'observe que depuis que notre cher ami est au pouvoir, il n'a jamais achevé sa mission. Vous vous souviendrez quand il était le président du Sénat, du Parlement, du temps du régime passé, il n'a pas achevé sa mission et son mandat a été interrompu. Il a démissionné, ou on l'a fait démissionner, c'est le cas encore aujourd'hui. Vous voyez que ça peut profiter à Kamer pour qu'il améliore sa gouvernance, surtout quand il doit gérer les institutions. Vous vous souviendrez aussi quand il était à la présidence comme directeur de cabinet, il a été écarté et même incarcéré pour détournement. Il devient ministre de l'économie. On l'enlève, il devient député et président de l'Assemblée nationale. Vous voyez que son cheminement est vraiment pose problème. Et j'ai dit que ça lui profite, d'une part, parce qu'il doit chercher à améliorer sa politique ou sa manière de gouverner dans la mesure où il pourrait, dans l'avenir, occuper encore un poste dans les institutions de la République. Deuxièmement, ça lui profite parce que il doit être quand même assez raisonnable pour une vie politique beaucoup plus longue. Puisque cette fois-ci, s'il ne tient pas compte de toutes les griefs, tous les griefs qui lui ont été proposés, il risque de casser sa carrière politique. C'est dans ce sens-là. Mais de l'autre côté, s'il faut aller plus loin, on dirait que ça profiterait à un petit groupe de ceux qui ont fait la pétition, comme notre cher ami venait de le dire. Mais en réalité, c'est un combat politique et ça peut profiter à ceux qui ont commencé ce combat politique pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent. Merci. Voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci, professeur. Professeur Dadi Saleh, à qui profite la démission de Vital Kamerhe? Je pense effectivement que nous savons tous très bien que ça va profiter à quelqu'un et ça devrait profiter à beaucoup de gens. Mais la vraie question pour moi, c'est comment faire tout pour que ça puisse profiter au peuple congolais et pour que nous puissions avoir la paix, que nous puissions en fin de compte avoir un budget, une loi de guerre et qu'en fin de compte, que nous ne puissions pas avoir assez de traîtres pour trahir la République démocratique du Congo. Ce qui fait que quand mon éminent co-débatteur, professeur, dit que peut-être ça va le profiter pour qu'il retourne encore aux affaires, je me dis mais ce n'est pas possible. Donc il y a des gens qui souhaitent qu'il retourne encore aux affaires, qui souhaiteraient qu'il retourne encore aux affaires. Moi je pense que comme je l'ai dit depuis très longtemps, les expériences dont on n'a pas besoin. Effectivement, l'honorable Kamer représente pour moi globalement cette classe politique des 1+4 que j'ai dit, les expériences dont on n'a pas besoin. Les gens très expérimentés négativement, les gens intelligents mais qui utilisent très mal leur intelligence contre la République démocratique du Congo. Je ne vais pas citer encore mon éminent co-débatteur comme il a si bien dit,
mais il n'a presque jamais fini un mandat et que ça a toujours été capoté. Mais il a occupé les plus hautes fonctions de la République démocratique du Congo. Décideur, parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'était pas décideur. Ce n'est pas seulement le président qui est décideur. On voit là où tu passes et qu'est-ce que tu fais. Je me pose des questions en tant qu'économiste. Qu'est-ce qui s'est fait en économie dans ces départements-là? Qu'est-ce qui s'est fait au Parlement? Parce que je l'ai dit, je ne fais que me répéter, je n'ai pas vu une loi budgétaire, une loi financière de guerre. Je n'ai pas vu une économie de guerre. Ça, c'est mon souhait. Je n'analyse la question qu'à mon angle, mais aussi en m'imaginant en tant que Muzalendo. Il nous a servi à quoi? Nous, les Wazalendo. On n'a aucun budget pour se battre. Nous sommes en train de nous battre là où je vous parle, même à ce moment précis, à Chabunda et un peu partout. Et on a des élus qui n'ont rien mis dans le budget pour que nous puissions nous battre. Et lui fait partie des premiers des élus. C'est la raison pour laquelle, la fois passée, j'avais dit qu'il fallait une dissolution de toute l'Assemblée. Parce que je ne vois pas en quoi nous servent effectivement, entre guillemets, les honorables. Ils nous servent à quoi? Cette nation, nous devons être un peu plus sérieux et ne pas faire comme un de nos co-débatteurs la fois passée qui avait dit un peu, comment on dit, cette politique être gentleman. Ça va? C'était quoi encore l'élégance politique? J'ai dit effectivement, c'est l'élégance politique qui fait en sorte que nous puissions avoir parmi le pays le moins mieux gouverné, parce que nous avons des politiciens et des intellectuels et une élite qui préfère être élégant plutôt que trouver des solutions. Tout le monde préfère être élégant. Et en grande partie, on est très élégant parce qu'on s'attend à des dividendes de l'élégance. Je ne suis pas élégant parce que tout simplement, je suis un révolutionnaire. J'ai précisé que la révolution n'a pas besoin de l'élégance. Parce que je l'ai précisé la fois passée, exactement, quand la plaie est déjà pourrie, il n'y a pas besoin de se dire est-ce qu'on va réfléchir. Il faut la remuer. Je vous assure, c'est une représentation de la plus mauvaise classe politique qu'on ait jamais eue en République démocratique du Congo. Je pense effectivement que, est-ce que le chef de l'État, qui est le garant de la nation... Ça profite à qui? Ça devait profiter déjà à la population. Mais vous avez compris, ça ne va profiter à la population que si le président de la République, ça va, peut dissoudre déjà le Parlement, ça serait déjà encore mieux, et s'il peut mettre à défaut quelqu'un, ou bien, parce que là, ce n'est pas en tant que président, parce que c'est les pouvoirs effectivement législatifs. Théoriquement, ils sont indépendants, même si ce n'est pas le cas dans les concrets. Mais là, c'est en tant que chef de file de l'Union sacrée, parce que c'est lui qui a la majorité. Ça va? Donc, s'il arrive en tant que chef de file, pas en tant que président, s'il vous plaît, parce qu'en tant que pouvoir exécutif, il est supposé ne pas s'en mêler, comme il a lui-même dit. On est d'accord. Mais là, ce n'est pas en tant que président de la République, c'est en tant que chef de file de l'Union sacrée, parce que M. Kabouya l'a précisé. Même pour prendre la décision, n'est-ce pas, pour l'angle. Moi, je cite, il faut des preuves. Je ne parle pas comme un enfant sans preuve. C'est avec preuve. M. Kabouya, qui est le président Haït de l'UDPS, a si bien dit... il devait se référer à la sagesse de la haute hiérarchie, haute hiérarchie de l'Union sacrée. Et nous savons que c'est lui qui a convoqué la réunion de l'Union sacrée comme haute hiérarchie. Donc, ce n'est pas en tant que président, s'il vous plaît. Comme ça, quelqu'un ne risque pas de dire que je ne connais pas de quoi je parle. Donc, il devra, à ce titre-là, essayer de nous mettre un bureau, un président de l'Assemblée qui pourra être capable de nous faire voter une loi, et surtout que nous sommes dans une séance budgétaire, une loi financière de guerre. On blague avec la République démocratique du Congo, avec de petits dossiers au Parlement. Heureusement, vous avez vu certains députés qui l'ont dit. Presque tous les gros des dossiers sont écartés. Par qui? Par effectivement cette chambre-là, par le président. Donc, parfois, on n'entre pas trop dans les détails, mais ne pensez pas que quand j'ai dit que je suis très content qu'il puisse partir, que je l'ai dit pour m'amuser. Je ne le dis pas pour m'amuser. J'ai dit que tous les gens de 1+4, pas seulement sont... Est-ce que vous savez qu'une fois, j'avais voté Vital Kamerhe comme candidat président? Donc, je sais de quoi je parle et combien j'ai été déçu. Parce qu'en termes d'intelligence humaine, ça va, les gars sont intelligents. Mais si on doit bien définir l'intelligence comme la possibilité de nous faire sortir d'un problème, il n'est pas du tout intelligent. C'est là où je vous cite encore une fois les intelligences dont nous n'avons pas besoin. En termes d'aura, de parler, etc., mettre les mots, le gars est extraordinaire. On n'en a plus besoin parce que là, nous avons besoin de Wazalendo, des gens qui ne réfléchissent pas beaucoup pour nous faire gagner la guerre. Donc, les bénéfices, nous l'aurons que par rapport au président, mais par rapport à l'article 5 de la Constitution, par rapport aussi au peuple. Le peuple, je m'adresse au peuple, qui est le souverain premier, nous devons être exigeants. C'est notre Parlement, c'est notre représentation. Nous ne devons plus accepter n'importe qui là-bas. Et parfois, nous votons mal, et voilà les conséquences, chère population. Les conséquences sont là.
Mais cette fois-ci, je pense que le peuple a le droit d'exiger à l'union sacrée, ça va, considérant qu'ils ont la majorité, de nous mettre de vertébrés. Des gens, pas de vertébrés en parole. J'ai répété les expériences dont on n'a pas besoin. De vertébrés dans le sens de la révolution politique qu'on a présentée au président. La révolution politique ne peut pas marcher avec les gens qui sont contre la révolution. Parce qu'ils veulent la continuité de tout ce qu'ils ont fait depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Ils ont fait des choses depuis plus de 20 ans. Et ils remettent le président dans cette continuité. Tous ces gens-là, le président ne devait pas le mettre là. Ça va, dans ces cas-là, donc, là, nous aurons des bénéfices. Sinon, on n'aura pas de bénéfices. On enlèvera Saint-Pierre pour remettre Saint-Paul. Alors, ça ne nous servira à rien. Merci. Et même pire, peut-être. Merci, professeur Dadi Saleh. On boucle ce biscuit-là. Et pour peut-être reprendre la semaine prochaine, s'il y a des nouvelles sur ça, surtout les rebondissements au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, venons-en à ce discours du président de la République au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président a été un peu plus clair, et les analyses qu'on a pu lire dans la presse, il y en a qui pensent qu'il était tranchant et contre l'ONU et contre même Washington, et surtout d'abord sur le volet de la paix. Alors, Souleymane Onese, comment vous avez appréhendé d'abord les volets paix, les discours du président de la République au niveau des Nations Unies? Oui, nous avons suivi comme d'habitude. Je ne pense pas qu'il y a un président dans son pays qui peut aller parler que non, venez agresser mon pays. Non, c'est comme d'habitude, la République démocratique du Congo est devenue maintenant l'outil de plainte. Où, à toute fois, il faut toujours clarifier, quel que soit tout ce que nous réclamons, chez tous ceux que nous on pensait que non, ils étaient sur l'avenir de la paix, ils ne nous fait rien. Okay. Les discours de ramener la paix, ça n'a pas commencé aujourd'hui avec le président. C'est toujours. Et vous trouverez que les gens qui, la République, même les dirigeants, pensaient que non, ils allaient nous amener la paix. Et dans leur discours, si vous analysez bien, vous trouverez que non, dans leur tête, c'est comme si nous sommes déjà à l'aise et ils ne voient pas tout ce qui se passe chez nous. Là, vous parlez de quels gens? Mais ce sont vos PCA que vous voulez toujours dire. Vos PCA, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, faut être clair. C'est-à-dire les Américains et les Français et les autres qui, même s'il y a n'importe quel problème chez nous, au lieu qu'on les termine chez nous ici, il faut qu'ils interviennent. C'est dans ce sens-là. C'est comme s'ils sont... Bon, quand on part chez eux, on leur dit tout ce qu'on leur dit, tout ce que le président a dit. Il avait déjà dit. Et vous allez comprendre que non, un discours autre que l'autre, le président américain, M. Donald Trump, quand il est arrivé, dans sa tête à lui, il s'invente déjà pour dire que non, il y a déjà la paix en RDC. Or que nous-mêmes, le peuple congolais, rien. Alors, le président a parlé, comme il a parlé, c'est un discours qu'il a prononcé pour la République. Moi, je ne vois pas comment on va encore en dire quelque chose là. Il a dit. Merci. Mais je sais que nous ne voulons pas que ça ne soit pas répétitif. À tout moment, nous allons continuer toujours à dire ça, mais les gens qui nous sommes en train de nous adresser, les gains de cause, ils ne nous donnent pas. Bon, on observe, il a parlé. Merci. Professeur Sylvain Tchikoji, en tant qu'internationaliste, vous avez suivi les discours du président de la République. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais demander à la réalisation de nous balancer d'abord ce que le président de la République a dit, et puis on revient sur ce plateau. La force est trop souvent bafouée. Notre système de sécurité collective en est ébranlé. Il ne saurait survivre à un sursaut de solidarité d'intérêt et de respect des règles. Dans ce contexte, la rhétorique guerrière regagne du terrain et l'on assiste impuissant au retour des vieux démons, agressions armées, guerre de prédation des ressources et de conquête d'espaces vitaux qui n'épargnent aucun continent. Tandis que la guerre entre Israël et le Hamas ravage la bande de Gaza,
avec le risque d'une extension régionale, et que se poursuit le conflit russo-ukrainien, d'autres foyers s'embrasent au Yémen, en Birmanie et en Syrie. Le conflit armé qui perdure dans mon pays en est une illustration tragique. Depuis 3 décennies, la paix et la sécurité sont brisées à l'est de la République démocratique du Congo. Cette guerre s'est muée en une entreprise prédatrice. Elle dépasse depuis longtemps les seules dimensions militaires ou géopolitiques. Elle vise à piller nos ressources, effacer notre mémoire collective et détruire nos communautés. Les conséquences sont désastreuses. Des millions de morts, des familles décimées, près de 7 millions de déplacés internes, femmes et enfants pris pour cible, des villages rayés de la carte, des générations sacrifiées. Dans plusieurs régions de l'Est, tous les marqueurs d'un projet d'extermination sont réunis. Les Nations Unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans le territoire de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. Je salue à cet égard le leadership du président Donald Trump, qui a créé les conditions d'un dialogue ayant conduit le 27 juin 2025 à Washington à la signature d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Cet accord engage expressément Kigali à un retrait complet et vérifiable de ses troupes et à la levée de ses mesures dites défensives. Il prévoit également le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination en matière de sécurité, ainsi qu'un dispositif garantissant le respect de l'intégrité territoriale et l'arrêt des hostilités. Le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix durable. Je demande aux Nations Unies de veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de la résolution susmentionnée. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera à couler. Dans la même dynamique, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé le 19 juillet 2025 à Doha une déclaration de principe engageant les parties à œuvrer de concert à une solution pacifique. Je voudrais exprimer ma gratitude à Son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, pour son dévouement et son engagement en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Je souhaite enfin exprimer ma haute appréciation pour la coordination assurée par son Excellence Faure Essomina Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, dans le cadre du processus de Lomé. Cette dynamique procède de la convergence des efforts du processus de Luanda, conduit avec constance par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola et président en exercice de l'Union africaine,
et du processus de Nairobi, facilité par son Excellence Uhuru Muigai Kenyatta, ancien président de la République du Kenya. Ensemble, ces initiatives ont jeté les bases d'un mécanisme unifié de facilitation régionale. Un élan que nous comptons poursuivre pour préserver la cohésion continentale, renforcer la coordination entre les initiatives africaines et consolider un cadre d'action harmonisé afin de restaurer de manière durable la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Merci, la réalisation. Nous revenons à vous, professeur Sylvain Chico Jimbumba. Vous avez suivi les discours du président de la République à la tribune des Nations Unies. Quelle est votre appréhension? Beaucoup plus le volet paix, parce que c'est ce qu'il a évoqué. Ok, merci beaucoup pour la parole que vous m'avez donnée. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le discours du chef de l'État, surtout sur ce volet de la paix. Vous savez que le chef de l'État, c'est un pédagogue. Il a d'abord situé son discours dans une situation globale, géopolitique, internationale, où il y a des guerres en Ukraine, de l'autre côté où il y a la Gaza et avec Israël, donc la Palestine et l'Israël, ainsi de suite. Il a situé dans un contexte tout à fait global où la question de la sécurité se pose et qu'il exige ici une prise de conscience de cette situation qui détruit, qui décime des vies humaines. Et pour revenir justement sur la question de la paix en République démocratique du Congo. Et là, il pose vraiment une question fondamentale, celle d'une paix durable, d'une paix susceptible de donner la possibilité d'un minimum de bonheur à notre population, mais surtout à la population de l'Est qui a connu qui continue de connaître des situations les plus dramatiques de l'histoire de la RDC. Voilà dans le cadre tout à fait général. Maintenant, il faut revenir à tout ce qu'il a cité comme des accords qui ont été conclus à Washington, les résolutions du Conseil de sécurité qu'il a évoquées, et tout cela, quand on met ensemble, constitue un instrument fondamental pour que la paix advienne dans notre pays, et surtout à l'est du pays. Mais l'impression que j'ai eue, c'est que le chef de l'État a d'abord fait le plaidoyer pour qu'on puisse reconnaître les efforts que nous avons fournis jusque-là en acceptant tout ce qui nous avait été proposé par la communauté internationale et les accords qui deviennent comme une issue qui pouvait amener la paix dans notre pays, mais surtout la reconnaissance du génocide congolais. C'est ce qui a été très important, mais cette reconnaissance ne peut pas aller au-delà de certains préalables. D'abord, préalable, la vérité soit établie, puisqu'il n'y a pas de paix sans la vérité, la justice et la reconnaissance des victimes. Parce qu'on ne peut pas parler de la paix s'il n'y a pas de justice. Alors justement, il n'y a pas de vérité. Vous avez suivi le président qui a fait le tour de tout ce qu'il y a eu, vous l'avez dit. Oui. Il semble que ça n'a pas donné de fruits escomptés. Est-ce que ce plaidoyer au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies pourra apporter quelque chose sur le plan de la paix, justement? Je suis de cette culture de l'optimisme et du sens de l'espérance. Je suis dans un processus, et le chef de l'État l'a démontré, nous sommes dans un processus de paix et les décisions, après 3 décennies, ce n'est pas facile d'arrêter une fois pour toutes sans passer par un processus. Tout ce qu'il a raconté, tout ce qu'il a dit dans son discours, il relève de ce processus qui va déboucher sur la paix et j'en suis tellement convaincu. Et cette fois-ci, il a mis
la communauté internationale, il a pris la communauté internationale à témoin pour que tous ces instruments qui ont été proposés pour que la paix advienne dans notre pays, il les invite justement à prendre au sérieux ce travail qui a été déjà amorcé et qui doit déboucher justement sur cette paix durable. Mais si au niveau du Conseil de sécurité qui est censé, qui peut être considéré comme un organe exécutif des Nations Unies et qui a pris une résolution, qui ne parvient pas à la faire appliquer, à ce niveau-là, on ne l'applique pas. Et que dire de la grande assemblée où le président a parlé, où chacun s'amène avec ses intérêts? Pensez-vous réellement que ça va aboutir à la résolution de la situation qui est en RDC? Je ne voudrais pas vraiment entrer dans la critique systémique du système de gestion du Conseil de sécurité ou de l'ONU. Mais je voudrais ici mettre en évidence, tout simplement mettre en relief la question de la paix qui nous concerne ici. Et donc, je suis convaincu que le discours du chef de l'État a interpellé les consciences qui gèrent cette question au niveau du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU. Et de cette manière-là, j'espère et je crois pour ma part que nous arriverons à une issue favorable de paix pour notre pays et que ne pas vouloir croire ou espérer, c'est peut-être tuer ce processus dans l'œuf. Merci, voilà. Professeur. Professeur Dadi Saleh, vous avez suivi les présidents de la République. Votre appréhension, et sur le volet de la paix, on peut espérer quand même que cette fois-ci, le président a dit toute la vérité aux Nations Unies, à la communauté internationale, et qu'on peut l'écouter et exécuter ce qui a déjà été arrêté pour en finir avec la guerre dans l'Est. Avant mon mot, j'aimerais d'abord préciser que ma philosophie, qui est une façon vraiment de voir le monde, de voir les choses, c'est Kujitegemea. Tomilukela, Tuso Sangemo Situjikebela. C'est-à-dire effectivement que mes avis par rapport à ces discours vont par rapport à ma philosophie. Je sors presque jamais de ma philosophie. Parce qu'un homme qui ne sait pas là où il va, la plupart des fois, il va n'importe où. Et il risque d'arriver là où il ne devait pas, mais il se félicite d'être arrivé. Ce qui fait que, globalement, on a compris que 3 points très importants du discours, c'est insister sur les génocides, les génocides congolais. C'est un très bon point. Nous espérons qu'il y aura une bonne continuité, parce que jusque-là, on ne sent pas trop. Avec Fonarev, ce sont des tentatives. Donc, je ferai des critiques un peu sur ce point-là. Mais le président l'a dit, et c'est très important. Il a insisté sur, effectivement, les rôles de la communauté internationale, par rapport à l'accès aux minéraux congolais et stratégiques, et même la paix en République démocratique du Congo. Et il a félicité tout un tas de gens, ce qui est très protocolaire et très bien. Il a félicité tout un tas de gens et surtout Antonio Guterres. Ça, c'est très bien. Mais dans son discours, à la page 6, on venait de le voir déjà, c'est ce que j'avais déjà ciblé prioritairement. Il a dit ceci: notre système de sécurité collective en est ébranlé. Il ne saurait survivre dans un sursaut de solidarité, d'intérêt et de respect des règles. Et puis il dit en bas, dans ces contextes, la rhétorique guerrière regagne du terrain et l'on assiste impuissant au retour de vieux démons, agression armée, guerre, etc., prédation. Le président a tout à fait raison. Mais moi, dans ma philosophie, Kujitegemea, Tomilukela Tuso Sangemo Situjikebela, c'est que je demande au président, depuis tous ces discours, je pense que je le fais à la RTNC et partout, les discours jusque-là ne reflètent pas la révolution politique, la révolution économique et la révolution culturelle. C'est encore un discours, comme je l'ai dit, très prudent. Vous comprenez? C'est un discours, je m'excuse, cher professeur, pour tout analyste avéré par rapport à la situation, c'est un discours équilibré. Il a presque tout dit d'une façon polie, etc. Or,
Moi, restant égal à moi-même, je vous ai dit, avec la révolution, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il a été trop poli. Là, par exemple, quand nous voulons effectivement pour la sécurité, une sécurité collective, si déjà moi, professeur docteur Dadi Saleh, et beaucoup de gens, voir Lumumba et voir Simon Kimbangu et tous les panafricanistes, si nous pensons avec raison et avec preuve qu'exactement les néocolonialistes sont derrière en grande partie l'insécurité en République démocratique du Congo, qui a tué Lumumba? Ah, je pense que tout le monde le sait. Mais comme je vous ai dit, avec la politique d'Autriche, les gens ne veulent pas même le dire. Ça a été comploté à la Maison-Blanche et exécuté effectivement en Belgique. Donc, les Américains font partie des gens qui ont tué Lumumba. Pour leurs intérêts, clair, noir sur blanc. Et les Belges et la communauté internationale. Qui a tué Laurent Désiré Kabila? Ah ben oui, on peut spéculer comme on veut, mais je pense qu'il y a eu même des émissaires qui étaient venus lui annoncer. Ça va? Que si tu ne fais pas ce qu'on dit, on va te faire disparaître. Des émissaires. Ces émissaires venaient d'où? Tout le monde sait, c'est là où venaient ces émissaires. Mais au fond, je comprends la faiblesse du leadership congolais. Ça va? Tout le monde aimerait épargner les Américains et les Nations Unies pour, en fin de compte, essayer de traiter la question comme si, non, c'est une petite question, on va avoir des solutions. Je comprends. Je comprends la faiblesse du leadership congolais et du leadership africain. C'est-à-dire, effectivement, que c'est très difficile d'avoir de vraies solutions avec les instigateurs de notre insécurité. Ça va? Plus de 15 millions de morts. Le président n'en a pas parlé, sauf si j'ai mal lu. Il a parlé de Génocoste, il a parlé de 300 personnes. Mais ici, nous parlons de 15 millions de morts. Heureusement, il en a quand même parlé dans d'autres discours. Mais là, c'était aux Nations Unies, la grande chaise. Ça va? Donc, ce sont de petites erreurs probablement techniques, mais c'est mon humble avis. Il devait vraiment parler de 15 millions de morts, ça va, les citer, et exactement, il devait parler des actions déjà entreprises en République démocratique du Congo. Or, c'est ce qu'on ne voit pas trop. Alors, lorsque le président dit si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Exactement. N'est-ce pas, il entre dans votre... Je suis bien d'accord, mais ce n'est pas un discours de révolution. C'est un discours effectivement trop diplomatique. Et je le comprends. Ça va, mais je ne suis pas d'accord. Ne pensez pas que je ne les comprends pas. Je les comprends, mais je ne suis pas d'accord puisque moi, je ne suis pas président. Vous comprenez? J'ai ma liberté. Lui, en tant que président, franchement, je ne pense pas qu'il pouvait faire l'inverse. Mais moi, dans la révolution, ce n'est pas ça. On n'a pas à aller se plaindre. Ça va? Le monde, comme je viens de le dire... Et vous voulez qu'au niveau là, des Nations Unies, qu'ils prennent quelle tonalité? Vous savez, les conséquences qui arrivent lorsque Kadhafi a pris aussi à cette dimension-là. Je rigole. Et l'essor. Je rigole. C'est ça même le problème des leaders congolais. Vous avez peur, de peureux. Exactement. Qu'est-ce que Trump a fait? Ou même avant le président congolais. Est-ce que Trump a été diplomatique comme nos présidents? Non. Trump est venu dire que d'ailleurs aux Nations Unies, rien ne marche. Parce qu'exactement, ils n'ont même pas d'escalateur. Donc, Trump a dit quoi? Qui ne font rien, c'est lui qui a essayé de résoudre cette conflit. Et les Nations Unies n'ont rien résolu. Le président l'a dit je vais aussi, y arriver. Je vais y arriver. Il a dit d'une façon polie. Mais vous avez vu que Trump ne l'a pas dit d'une façon polie. Pourquoi? Parce qu'il s'est constitué ce que je vous demande. Ce que j'implore au président de faire avant tout discours, avant toute sortie. C'est la constitution d'une force de dissuasion. Tant que vous n'avez pas une dissuasion, il n'y a pas de diplomatie sans dissuasion. La diplomatie n'est pas une question de est-ce que je t'aime, est-ce que j'ai raison. La diplomatie, il s'agit des rapports de force. Vous n'avez rien en diplomatie si vous ne représentez même pas des menaces sur qui que ce soit. J'ai dit vous n'avez pas grand-chose, globalement. L'exception ne fera que confirmer la règle. C'est-à-dire Israël a même déchiré des documents des Nations Unies devant les Nations Unies. Qu'est-ce qu'on a fait Israël? Les États-Unis, l'Américain, ça va à raconter tout ce qu'il a injurié tout le monde. Les rapports qui lient l'Israël. Exactement. Je suis en train de dire ceci. Oui. Je suis en train de dire ceci. Je suis un panafricaniste. Je suis un révolutionnaire. Je ne réfléchis pas dans la dimension actuelle. Je réfléchis dans la dimension où le Congo, c'est un grand pays. Et beaucoup de gens réfléchissent dans la dimension où le Congo, c'est un petit pays qui ne peut rien faire à fond. Alors contentons-nous un peu de petites histoires. Non! On doit réfléchir dans une dimension d'un grand pays. Un pays, effectivement, qui a des minéraux stratégiques, comme le président l'a dit, je suis tout à fait d'accord. Mais on n'a pas à se plaindre. On est en train de vilipender et de vouloir encore donner nos minéraux stratégiques. Pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe dans la dissuasion? Comme je l'ai dit, il y a la force militaire, il y a la force économique, la force culturelle, etc. Ça va? La force militaire, je l'ai dit, l'application de l'article 63 avec la RAD, et j'y viens d'ailleurs, ça va? Toute une confusion. Il n'y a pas de moyens pour la RAD, il n'y a pas de moyens pour les Ouazalendo, il n'y a pas grand-chose. Alors nous voulons quoi? Il n'y a pas un budget de guerre, comme je vous ai dit. J'ai commencé par là. Il n'y a pas une loi financière de guerre. Donc, nous ne sommes pas en guerre. À vrai dire, je vais même loin pour que les gens pensent que je ne dis pas n'importe quoi. J'aimerais que qui que ce soit puisse me dire l'inverse. L'article 86 de la Constitution, c'est ça déclarer la guerre. On n'a jamais déclaré la guerre. On est à l'article 85 de la Constitution qui est l'état des sièges, ça va, qui à certains endroits, etc. Et on connaît les résultats. On n'a jamais déclaré la guerre. On a une loi de programmation militaire. J'informe à tout le monde que la loi de programmation militaire n'a rien à voir avec un budget de guerre, ni une loi financière de guerre, ou bien les fonds pour la guerre. C'est une programmation militaire pour qu'on commence à arranger notre armée. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Alors, revenons... c'est pas possible. Alors, revenons sur la paix. Est-ce que, à vous entendre, les discours équilibrés, mais qui ne pourra pas avoir des effets, parce que nous n'avons pas la dissuasion. Donc, moi, je propose au chef de l'État, il peut bien garder ses discours. Ce discours n'est pas aussi mauvais. Le discours est bon. Je le dis, je le répète. Le discours est bon en soi. Mais moi, en tant que révolutionnaire, c'est sur le terrain que je vais voir les effets. C'est-à-dire quoi? Si le chef de l'État allait déjà en ayant déclenché l'article 86 de la Constitution, nous nous mettons en branle-bas des combats parce que nous sommes en train de nous battre sans avoir les moyens pour nous battre. Et on met des petits moyens, mais écoutez, sauf on doit arrêter quelqu'un alors. On n'a jamais déclaré la guerre. Ça va? Donc l'article 86 ne s'est jamais appliqué. D'accord. Les Ouazalendo, je vous ai dit, on n'a pas un budget de guerre. Ok, professeur. Oui. Vous avez suivi le professeur Dadi Saleh. Qu'est-ce que vous répondez à tout ce qu'il dit là? Il a raison. Moi, j'ai toujours pensé que la révolution n'est pas une brutalité. La révolution, c'est une culture, c'est une marche vers une conquête de quelque chose que nous cherchons ou à laquelle on aspire ou à un certain niveau de sa démarche. Je pense qu'il y a les révolutions parfois dans le monde qui ont été beaucoup plus douces et qui aboutissent sur des résultats escomptés. Le chef de l'État, tout en stigmatisant le comportement de la communauté internationale, et finalement, il dit que si le monde hésite, nous n'allons pas hésiter, nous allons prendre nos responsabilités. Je pense qu'il y a déjà une révolution. Ça, c'est une question. De deux, vous savez, chacun de nous a sa culture. Et dans la culture de la diplomatie, ce n'est pas la brutalité qui fait passer les choses. Ce qui est à vous, comme on le dit dans ma culture, si vous gérez mieux votre problème, il peut mieux être entendu. Je pense que le chef de l'État est arrivé à ce point-là. C'est de ne pas, en menaçant par exemple Donald Trump en disant non, il nous a menti et le processus n'a pas abouti, nous n'avons pas des résultats escomptés, que cela pouvait donner quelque chose de positif pour ça. Alors, le chef de l'État a une culture, il représente un État. Il a une culture de la diplomatie agissante. La manière dont il a présenté le discours, il ramasse toutes les questions fondamentales qui regardent la question sécuritaire dans notre pays. Et de ce point de vue-là, je trouve que M. Saleh, qui parle de la loi des finances, la loi de la guerre, il faut l'article 86, il a pleinement raison. Mais quelle est la manière de présenter cette question? C'est là que ça pose problème. Vous voyez ça? Et il parle, par exemple... Donc vous pensez quand il hausse les tons, c'est la brutalité Je n'ai pas dit qu'il est brutal. Je n'ai pas dit qu'il est brutal. Mais je montre que la révolution est une démarche, est une culture. Vous voyez? Je lui recommande de lire un peu un de mes livres sur la quête du bonheur, la quête de la paix, hein, où je parle de la révolution comme culture. La révolution est une culture. Mais cette culture ne doit pas
s'exécuter dans une brutalité ou dans une sorte d'animosité, par exemple dans le langage, dans le comportement, dans la prise d'armes. On dit, voilà, nous sommes des révolutionnaires et on est rebelles, on est révolutionnaires, on prend les armes, on tue les gens, on dit qu'on est révolutionnaire. Ça, c'est ce que j'exclus. Mais ce n'est pas cette culture de la révolution dont moi je voudrais vraiment parler. Le chef de l'État, le discours qu'il a prononcé, tout en gérant certaines ambitions des uns et des autres, il a percé pour poser nos problèmes. Le problème de la paix a été posé correctement. Le problème de la reconnaissance du génocide congolais, il a posé correctement et il a pris ses responsabilités en disant que si le monde n'accepte pas ça, nous, les Congolais, nous allons prendre nos responsabilités. Et à ce moment-là, la révolution peut être là, elle peut être populaire, comme Laurent Désiré Kabila le disait, à un moment qu'il faut une révolution populaire, mais la manière dont il avait amené cette révolution l'a conduit quand même à des situations beaucoup plus regrettables pour le pays. Merci, professeur. Alors, Souleymane, le président a dit ceci, il continue, il dit « Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins, nous en serons les premiers artisans de justice. » Et il dit, il souligne que son pays ne demande ni charité, ni commisération, mais exige justice, vérité et dignité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, merci. Avant que j'arrive là-bas, juste un peu ouvrir une petite parenthèse à l'éminent professeur qui est à ma face. Prof, vous connaissez bien que dans la diplomatie, il y a des théories et des principes qui vous dit de la réciprocité. Peut-être, pas peut-être, dans la diplomatie au moins, je ne vais plus vous apprendre, bon, en fait, c'est la science. Dans la diplomatie, les mots au moins que le professeur Dadi a parlé des révolutions qui ne sera pas mis, mais la réciprocité fait partie d'une réponse directe de dire que non, c'est déjà une révolution. Je ferme une parenthèse, c'est pour dire que non, qui dit révolution et qui dit réciprocité, diplomatiquement, vous les connaissez, personne n'a dit le contraire de l'autre. C'est la même chose. D'une manière diplomatique, pour adoucir les faits, c'est dans ce sens-là, on dit, bon, on va faire une réciprocité. Et vous connaissez aussi bien, parmi les théories diplomatiques, à part la guerre qui amène à une solution exacte ou directe et solide dans un État. Vous les connaissez, je ne vais plus vous apprendre maintenant. Et je retire encore, je continue avec ce que vous venez de dire. Ce que vous venez de dire pour le président. Oui, le président a dit ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ce que la population attend. La population attend quoi? Tout ce que nous sommes en train de parler ici, on peut parler du matin au soir. Monsieur Gustave, laissez-moi vous dire que non, c'est parce que ce n'est pas encore arrivé dans votre territoire, ce qui se passe à l'Est. Et je ne vois pas que depuis tout ce temps, nous avons fait, bon, Bunangana, c'est depuis 3 ans qu'on nous a récupérés là-bas. Et depuis toutes ces années-là, les conseils de sécurité, il y a eu des résolutions, il y a eu de ceci. Est-ce qu'une résolution du conseil de sécurité et les discours parmi les deux qui priment sur l'autre? Alors, lorsque Tshisekedi dit que si l'ONU n'agit pas, l'ONU sera considéré comme complice de ce qui s'est fait. Mais vous ne pensez pas que c'est plus fort, ça? S'il vous plaît, M. Gustave. Vous ne pensez pas que c'est plus fort? M. Gustave, ne revenez pas encore sur ça. Le président a dit... Et quand vous revenez sur Bunagana et autres, pendant qu'il y a la recherche de la solution définitive. Parce qu'il faut toujours comprendre que la guerre ne commence pas avec Tshisekedi. Il y a plus de 30 ans que la RDC... Là, vous faites encore s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, vous allez parler. Lorsque nous débattons, nous devons permettre à nos téléspectateurs de comprendre et non dire des choses, aller devant, revenir. Tshisekedi est en train de chercher la solution.
Et il sait pourquoi il va à l'ONU. C'est parce que le professeur Dadi l'a dit. Ces grands pays-là sont derrière, sont impliqués dans la situation. Et il va à la racine. Lorsque vous dites, bon, s'il vous plaît, il faut bien situer les téléspectateurs pour faire comprendre. Vous avez la parole. Je vais encore vous ramener à lever. Là d'abord, vous devez vous placer comme journaliste. Ici, on parle de la République. On ne parle pas de la personne Tshisekedi, non. Même si c'était que la guerre avait commencé. La République est dirigée par des gens. Allez-y. S'il vous plaît. Même si la guerre a déjà fait 100 ans, et c'est lui que la population congolaise a donné mandat de mettre fin à ça, c'est Tshisekedi. Comment si nous voulons lui dire que non, monsieur le président, nous, ce que nous avons besoin est de mettre fin à ça. Vous voulez intervenir pourquoi? Monsieur Gustave. Mais si on ne le dit pas lui, le président de la République, on va le dire à qui? Pourquoi voulez-vous vous substituer à l'avocat du président? Même là, allez-y dans les analyses. Je n'aime pas qu'il y ait un débat entre toi et moi. Parle, réponds seulement à la question. C'est parce que vous mêlez déjà dans mes minutes. Nous sommes sur le plateau. Ce que nous attendons de tout ce que le président a parlé, c'est la conclusion. Et vous n'allez pas aller à l'encontre de ce que je vais te dire. Dans nos dialectes, on dit Mahassa, c'est-à-dire les jumeaux, on les voit seulement sur le terrain. Ce n'est pas que non, j'ai une grossesse. Non, ce n'est pas ce que nous avons besoin. La population congolaise, d'ailleurs, la majorité qui sont en train de nous suivre, ne comprennent même pas le français. Pensez-vous que toute cette population-là, aujourd'hui, ils savent les discours du président de la République? Non, la population n'a pas besoin de ces discours-là. La population a besoin de concrétisation de faits. Après avoir fait cela, on va dire, bon voilà, quand le président avait parlé de ceci, voilà les conclusions que nous avons, voilà les résultats que nous avons. C'est ce que nous avons besoin. Nous, on n'a pas besoin de voir le style des Français. On n'a pas besoin de voir le style des Français, la phraseologie, les erreurs. Non. Ce que la population a besoin, c'est de vivre en paix. Ok. Alors, professeur Dadi Saleh, oui. Lorsque le président de la République dit si l'ONU ne veut pas reconnaître, nous irons au-delà, nous n'allons pas attendre. Vous ne pensez pas que c'est une façon de dire qu'il a lavé les mains, tout est fait en termes de paix, parce que l'ONU, c'est l'artisan numéro 1 de la paix. Et les schémas utilisés par le président de la République, c'est pour que les choses se passent dans la paix. Oui. Mais entre-temps, il dit, si on ne reconnaît pas, alors nous n'allons pas attendre. Ne pensez-vous pas qu'il a raison de le dire et que les actions doivent suivre après ce discours au niveau national? Je ne cherche surtout pas à savoir si le président a raison ou tort. C'est lui le chef des armées, c'est lui le chef de l'État. Je suis en train de donner mes contributions. Surtout que je sais qu'il est encore entouré par beaucoup de gens de 1+4. Ce qui fait que je ne fais que donner mes contributions. Tort ou raison, pourquoi je vais dire qu'il a tort? Pourquoi je vais dire qu'il a raison? Je vous ai dit globalement que les discours n'est pas mauvais. Surtout quand on est... Je vous ai dit, moi, je parle en tant que révolutionnaire. Lui, quand il était là, c'est normal qu'il arrange un peu le français. N'est-ce pas? Et que ça puisse sortir un peu comme il a fait. Donc, ce n'est pas de ça. Moi, je suis plutôt là où on dit le fait. OK? On devait d'abord préciser une chose. C'est que chaque État est indépendant. Ce n'est pas les Nations Unies qui assurent la sécurité d'un État. On est d'accord? Donc, s'il vous plaît, ne confondons pas les choses. On n'a pas dit que les Nations Unies assurent la sécurité de la République démocratique du Congo. Ça, c'est les chefs des armées. Et effectivement, on a une armée pour ça. On a l'ANER, on a effectivement toutes les organisations. On n'a pas à attendre les Nations Unies pour notre sécurité. Et puis, on dit encore une fois que gouverner, c'est prévoir. Eh bien, à moins que je ne devienne fou, à moins que je ne fasse même pas l'école maternelle. Je pense avoir fait l'école maternelle et universitaire et j'ai continué à étudier. Je peux encore apprendre beaucoup de choses, mais je peux vous garantir que diriger, c'est prévoir. Et on ne dirige pas pour penser que quelque chose, je suis surpris totalement par ce qui se passe. Non, ça s'appelle études prospectives que je conseille depuis tous ces temps. Les études prospectives permettent effectivement d'avoir les scénarios. Ça va, on a tel scénario et j'agis. Tel scénario, j'agis. Tel scénario, j'agis. Alors, je voulais d'abord rentrer au professeur. Je vais lire les livres probablement, n'est-ce pas?
Et je vous demanderai aussi de lire mon livre La révolution de la culture. Parce que je ne viens pas ici pour raconter des choses. C'est par écrit. La révolution de la culture. Et là, je parle de la culture de musée. Ce que vous me parlez globalement, c'est la culture de musée. La culture de musée, c'est-à-dire effectivement qu'on reprend ce qui s'était passé sans résultat, on raconte la même chose que ce qui s'est passé sans résultat concret. Ça va? Or, nous avons la possibilité d'avoir des résultats. Et que j'aimerais aller encore un peu plus... j'ai beaucoup apprécié, ne vous en faites pas, ce n'est pas contre le professeur. Parce qu'il était clair. Il a été d'accord qu'on devait enclencher l'article 86. Je n'ai pas besoin de l'ONU. Je n'ai pas besoin des Nations Unies pour enclencher l'article 86. Sauf si, effectivement, encore une fois, mon éminent co-débatteur professeur va me dire l'inverse. Alors je lui poserai la question qu'il puisse aller lire la Constitution. Ça sera très facile, il ne peut pas me contredire sur ce point-là. On n'a pas besoin de l'ONU pour déclencher l'article 86 de la Constitution. Donc, laissez l'ONU à part. L'ONU vous a demandé de ne pas déclencher l'article 86. Mais ce sont ces gens de 1+4 qui ont mal conseillé au chef de l'État. Ça va? Donc, et puis, j'aimerais rassurer quelque chose, parce que je sais les gens le disent. Lisons un peu c'est quoi la brutalité. Ça va? Il y a deux grandes définitions. On dit caractère de quelqu'un de violent qui agit comme une brute. Là, c'est la mauvaise partie de la brutalité. Deuxième explication, c'est caractère de ce qui est brusque, soudain et violent. Être surpris par la brutalité de la crise. La République démocratique du Congo, cher professeur, doit être brutale. Parce que la situation est très grave. On vous tue 10 millions de personnes et les gens disent non, Daddy, tu es un motif, tu agis par l'émotion. Je réplique encore une fois. C'est lui qui n'agit pas par l'émotion et qui ne transforme pas son émotion en force. C'est-à-dire que c'est un ignorant. C'est un inhumain. Donc, on tue ta femme, on la viole et tu n'es pas émotionné. L'émotion doit être transformée en force positive. On ne dit pas, il faut agir par émotion, puisque c'est par émotion, effectivement, que je me dis, celui-là vient de tuer ma femme, j'ai aussi une arme, j'ai tué. Il a parlé de réciprocité. C'est appliqué. Israël, on frappe, on ne réfléchit pas, nous frappons aussi. Nous allons réfléchir après. Mais vous, on vous gifle. On n'a jamais attaqué les Rwandais. On a toujours dit que les Rwandais nous ont attaqués. Et vous allez me dire que c'est ça la diplomatie. Non, la réciprocité est acceptée partout. Au monde, il n'y a aucun État qui fait comme la République démocratique du Congo. Donc, je vous rassure, cher professeur, moi, j'utilise la brutalité dans le sens positif. J'utilise l'émotion pour démontrer qu'on a violé ma fille. On a violenté. Là, on a égorgé. Comment vous n'allez pas avoir de l'émotion? Mais l'émotion ne doit pas nous ramener vers l'irrationnel. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si vous n'utilisez pas la brutalité contre l'armée rwandaise, c'est-à-dire les frapper brusquement, contre les néocolonialistes, vous utilisez ce que je vous ai dit. La culture du musée, où les gens veulent être les plus beaux. Vous savez, hein, quand on parle lentement. Alors, on pense qu'on a raison. Non, le peuple n'a pas besoin de ça. S'il vous plaît, professeur. Oui. C'est quoi cette histoire-là? Lorsque on sait que derrière le Rwanda, vous le savez, ouais, derrière le Rwanda, ce n'est pas le Rwanda. Vous l'avez dit dans l'émission de mardi. Tout à fait. Vous avez dit que le Rwanda n'est rien. Sans les États-Unis, le Rwanda n'est rien. Ce sont les États-Unis qui ont armé les Rwandais. Moi, j'étais à Goma avec des bottes, avec tout. Et eux, ils ont donné la carte verte. Alors, connaissant l'infiltration, la traîtrise qui a gangréné nos forces de sécurité, et connaissant que derrière le Rwanda, il y a cette puissance-là, ces différentes puissances d'ailleurs, ça s'est révélé lorsqu'il y a eu des sanctions qui tombaient de partout. Donc vous devez comprendre que ce n'est pas le Rwanda seul, c'est tous ces pays-là qui étaient... La France, moi je les cite unanimement. Voilà. Alors connaissant ça, lorsque le président le contourne pour... s'il vous plaît, pour parler avec ceux-là qui donnaient la force au Rwanda. Où est le mal? Professeur, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, cher Gustave. Merci, prof, pour ce que vous avez décidé de faire. Je vous encourage dans cette fête. Il faut qu'à un certain moment, dans une communauté historique comme la nôtre, qu'il y ait des gens quand même qui sont violents ou qui... Très violents. Très violents. Tout à fait. Et qui agissent pour le bien. Mais je pense que nous sommes dans une dialectique de l'un et du multiple. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne pouvons pas vivre dans un vase clos. Nous sommes dans une communauté beaucoup plus large. Tout à fait. Où nous devons... La loi du plus fort. Oui, peut-être. Macron l'a dit, c'est pas moi. Nous sommes dans une dialectique
où il y a l'un qui n'oublie pas qu'il y a le multiple, c'est-à-dire qu'il y a la communauté internationale et qu'il y a la RDC. De ce point de vue-là, le chef de l'État, comme le leader de notre pays, ou le président qui dirige la RDC, devrait amener à la table de la communauté internationale tout ce que nous avions comme problème dans notre pays. Et là, il les met face au mur. Il leur dit, voilà, si vous hésitez, j'ai tout fait pour que mon pays retrouve la paix, et que vous hésitez d'amener le Rwanda à la table des négociations ou à cesser de tuer chez moi, alors les Congolais vont prendre leur responsabilité. C'est justement une déclaration de guerre. S'il faut faire une herméneutique de ce texte-là, déjà une déclaration de guerre. Si la communauté internationale n'agit pas maintenant, nous allons... On attend le retour du chef. Il a pris du temps. Vous voyez, il a pris du temps. Il a épuisé tous les moyens nécessaires pour arriver à une paix de manière pacifique, de manière raisonnable, mais ça n'a pas abouti jusque-là. Ça ne pourra jamais. Ça va aller. Ah ben non. Non, mais, de manière raisonnable. Les autres non, ne sont pas raisonnables. Laissez-les terminer, professeur. Alors, et puis, je m'excuse. Je pense qu'après avoir épuisé tous les moyens, on peut revenir maintenant à la guerre. C'est justement ce que le chef de l'État voulait bien dire ça. Faites l'herméneutique, faites l'interprétation de ce texte-là, vous allez comprendre ça. D'ailleurs, ça vient juste à la fin, hein, où il pose ce problème. Donc, pour ma part, la diplomatie joue son rôle fondamental. Pourquoi négocier avec le M23, le chef de l'État je le disais, pourquoi ne pas négocier directement au parrain de M23 AFC? C'est ce qu'il a fait. Nous sommes allés à Washington, on s'est retrouvés sur la table de négociation avec le Rwanda et la RDC. Vous voyez ça? Et à marge de ça, on a quand même, sur base des insistances des uns et des autres, qu'on puisse être avec les accords de principe, des trucs comme ça qu'on a signé à Doha. Mais ici, le chef d'État l'avait toujours dit. Et quand il contourne le Rwanda, il contourne l'Europe qui était à la base, ou qui est encore à la base du pillage systématique et honteux de nos richesses ici, il va faire l'Amérique qui avait donné la carte verte au Rwanda pour pouvoir le tuer, pour pouvoir le piller. Je pense que c'est ça la force de la diplomatie agissante que le chef de l'État a amené. Alors, abordons pour terminer les dossiers, les volets Génocoste. Hein. J'ai vu, j'avais prévu un reportage qu'on a suivi, mais le temps nous presse. La dimension Génocoste, les chefs de l'État insisté à plaider pour que l'ONU reconnaisse qu'il y a eu tuerie, massacre, 15 millions de morts, et donc il faut reconnaître cela. Alors la question, qu'est-ce qu'on va gagner si ce plaidoyer est écouté et on dit voilà, on reconnaît maintenant qu'il y a eu 15 millions de morts. Je commence avec vos professeurs. Oui, allez-y, professeur. Je voudrais dire ceci. La reconnaissance du génocide congolais est d'abord un hommage à tous ceux qui sont. Cette reconnaissance, et ce n'est pas seulement une reconnaissance au niveau du Congo, mais ça sera au niveau de l'international, au niveau de la communauté internationale, du peuple aujourd'hui. Deuxièmement, notre pays va marquer cette mémoire historique pour tout ce que nous avons connu pendant 3 décennies. Et cela, c'est d'une importance capitale. Mais au niveau du pays, on connaît déjà Génocoste. Oui, mais est-ce que ça a été... Nous reconnaissons, mais qu'est-ce qu'on a fait encore? Il n'y a pas encore eu
des grandes cérémonies. Et qu'est-ce qu'on doit être fait? On a eu une grande cérémonie. Bon, ça, c'est pas moi qui vais... Je ne m'occupe pas trop de la logistique, mais je voudrais expliquer que la reconnaissance du génocide congolais rend hommage d'abord à nos mères, nos sœurs, nos frères, nos vieillards, nos parents qui ont été tués sauvagement par le Rwanda, ainsi que tous ces gens qui l'accompagnent dans ces génocides-là. Ça, c'est un fait. Comme je le dis déjà au départ, qu'il n'y a pas de paix sans justice, et je pense que cette justice devra mettre sur le banc le Rwanda lui-même, et Paul Kagame en particulier, et tous ceux qui ont fait le mal à notre pays, qui ont tué, qui ont massacré, qui ont violé, et tout cela, c'est d'une importance capitale. C'est ça, c'est que le chef de l'État a amené, juste pour rendre hommage à notre peuple. Merci, professeur. Souleymane Onese. Sur le plan génocide, Génocoste, oui. Et à ce qui concerne ces volets-là, je trouve que ça pouvait commencer à partir de chez nous. Chez nous, comment? Ce n'est pas seulement célébrer les jours. Il a fallu faire l'étude de tout celui qui aurait contribué de près ou de loin à cet acte. Y compris tous. Bon, si on n'a pas le pouvoir d'atteindre directement ceux qui sont de l'étranger, mais s'il y a un Congolais qui a contribué, qui a transporté même un sac, qui a transporté même les téléphones pour aller aider les autres à les tuer, de toutes les façons, la justice elle-même à partir d'ici devait d'abord prendre l'initiative de les condamner d'abord, et ensuite, quand on verra que non, voilà, la justice a fait son travail, et ça sera encore une leçon pour tout le monde. Vous avez suivi le ministre de la Justice à Genève. Il a dénoncé, il a décrié, il a plaidé encore pour cette reconnaissance. Oui, d'ailleurs, si vous me ramenez encore aussi la plaidoirie du ministre, donc ce n'est pas Genève qui viendra appliquer la loi ici. Au moins, on a tué un frère congolais et que nous avons notre justice. On a plaidé pour la justice transitionnelle, mais aussi pour la justice spéciale internationale, pour juger de ces crimes-là. D'abord, avant de commencer, pour extrader les autres, ça pouvait commencer à partir de chez nous ici. Je reviens encore sur ça. S'il y a un Congolais qui a transporté un sac, mais le téléphone, qui a contribué à cela, on l'arrête et par après, on vient extrader. La justice, bon, je ne sais pas si selon votre attendement, si la haie viendra directement de là, arrêter la personne. Non, non, ça sera toujours par la procédure d'extradition. C'est cette procédure-là qui doit d'abord commencer à partir de chez nous. Alors, quand c'est arrivé déjà au niveau international, bon, on est d'accord de ça. Nous voulons maintenant la concrétisation. Nous ne serons pas toujours là, à aller se plaindre à l'étranger, mais chez nous pour conclure, ou bien pour exécuter, ou bien exercer cela, nous allons toujours chercher des interventions des uns et des autres, même ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Professeur Dadi Saleh, vous êtes à l'origine du mot génocoste et je pense que vous pouvez aussi éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Génocoste, on a plaidé pour que l'on puisse reconnaître c'est quoi exactement et est-ce que la plaidoirie, si une fois acceptée, pourra être bénéfique pour la RDC? Merci, on porte plusieurs casquettes, professeur. Donc là, avec CAIEP, etc., ça fait plus de 13 ans. CAIEP, c'est quoi? CAIEP, c'est une organisation des Congolais, avec la JPC et d'autres organisations. On est les concepteurs avec CAIEP de ces mots génocostes. Effectivement, et l'État congolais les reconnaît, même s'il ne cite pas. Donc ne vous en faites pas, on est en plein dedans. Et nous avons déposé avec ma signature des mémos il y a quelques mois, avec des propositions d'articles, un travail bien élaboré. Donc, comme je l'ai dit, je ne viens jamais quelque part raconter comme si on est des petits-enfants. Avec Fonarev, etc., je pense qu'il y a trop de lourdeur. Nous félicitons le chef de l'État, il faut le dire, parce qu'au moins, l'ancien chef n'arrivait même pas à donner cet espace. Nous comprenons pourquoi. Alors, le Félix qui s'est dit... Vous comprenez pourquoi? Oui, on comprend pourquoi, parce que c'est clair. Pour moi, il a été dans la balkanisation indirecte depuis très longtemps. Donc, c'est clair, il ne pouvait pas être jugé parti et s'accuser lui-même. Les mots sont clairs.
Donc Félix Tshisekedi, son Excellence Président, nous les remercions, nous les félicitons pour ça. Mais nous voulons qu'il puisse passer vers les concrets. Fonarev dépense trop d'argent, un peu inutilement. Excusez-moi les mots. Déjà, si vous prenez le Rwanda, avec les génocides rwandais, avec les Agachacha, pour ceux qui comprennent, les gens doivent sentir la justice être déjà en train de se passer parmi nous, à Lubero, à etc., bien organisé. Ça va? Et qu'effectivement, la reconnaissance internationale, ce n'est que la reconnaissance internationale. La première question, c'est la reconnaissance nationale, qui est déjà faite pratiquement avec le 2 août. OK, mais ce n'est pas encore trop solennel. C'est un peu trop de frime. J'ai, dans des dernières manifestations, dit, vous invitez le même cadre haut placé. À Lubero, on ne connaît pas ce qui se passe là. Ça va? À Beni, on ne connaît pas dans le vrai sens. Nous organisons, je vous dis, depuis plus de 13 ans. Ça va, les génocostes. Et qu'on félicite le président, mais il y a beaucoup d'argent qui sont dilapidés, un peu inutilement, sans que la conscience collective des Congolais ne puisse s'approprier les génocides. Ce qui fait que, s'il vous plaît, encore avec la révolution, ça va, vous allez bien me comprendre. Excellence, monsieur le président, les Fonarev existent depuis là, je ne sais pas depuis combien d'années. Je ne vois pas trop de résultats. Nous voulons la matérialisation de ces génocides congolais, au Congo d'abord. Parce que c'est ça qui va donner un peu cette force pour les niveaux internationaux. Donc, ce qu'il fait là, je dis encore une fois, félicitations. Il n'y a aucun péché. C'est très bien. Mais quand dans ta propre maison, ton enfant ne sait même pas de quoi tu es en train de parler, toi, tu vas dire ça aux voisins, ton enfant majeur. Ça, c'est le problème que nous avons. Donc, je retourne encore dans ma philosophie Kujitegemea. Le chef de l'État devait insister sur le fait que la conscience collective par rapport au génocide congolais doit être un fait. Et les moyens sont là, mais malheureusement mal utilisés. Lorsqu'il y a déjà un mémorial... Papa, moi j'ai construit, s'il vous plaît, là c'est ça que j'ai dit. Et puis, prenons les temps. Moi j'ai construit des mémorials à Beni avec d'autres amis. Et on a construit des mémorials avec notre $1, $2. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas valorisé cela? Ici, c'est parce qu'il y a des milliards, des milliers, des millions de dollars et on nous construit ce qu'il y a là et vous pensez que c'est ce qui s'appelle mémorial. Peut-être que vous ne comprenez pas, c'est quoi génocide? De 15 millions de personnes. C'est des grandes choses. Allez au Rwanda, allez en Israël, vous allez voir qu'est-ce que c'est que la représentation de la commémoration des génocides. Je vous comprends parce que vous avez vu juste, entre guillemets, c'est là, à côté du palais du peuple. Vous voulez que je vous y amène? Non, ça, ce sont des petites choses. Le mémorial qui est construit à la Chopo. Ben, écoutez. Mais c'est un début, Non, ça fait plus de 10 ans, nous sommes au début. S'il vous plaît, professeur. Ça fait plus de 10 ans, vous l'avez dit. Que nous sommes au début. Vous l'avez dit, Kabila qui était là. Je suis en train de féliciter. S'il vous plaît, oui. Il était incapable de les dire, de les sortir, de le faire parce qu'il était dedans. Mais c'est lui qui vient, qui pense qu'il faut valoriser. Votre attention, comme on est ici, vous a dit, je ne parle pas du chef de l'État, je parle de Fonarev. Ça va? Parce que l'organe technique, le chef de l'État a mis beaucoup d'argent sur Fonarev et je ne vois pas les effets comme nous sommes en train de les dire. Ok, je pose une question. Soyons concrets. Où est-ce que vous avez vu d'Agachacha ici en République démocratique du Congo? Où est-ce qu'on a même traduit en justice, ça va, un génocidaire? Revenez maintenant me dire et vous allez voir c'est quel travail.